Si le fait de se retirer de l'Union européenne est tellement bénéfique pour l'économie des pays membres, pourquoi l'Allemagne ne quitte-t-elle pas l'Union? Il semblerait que ce soit une très bonne idée aujourd'hui. Michael, bonjour, bienvenue sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur le Brexit. Nous avons déjà abordé ce sujet lors de nos rencontres précédentes. La question que je voudrais vous poser aujourd'hui est la suivante. Le processus de sortie sera-t-il couronné de succès? Le Brexit deviendra-t-il une réalité? C'est une bonne question. Vous n'êtes pas sans ignorer que je m'oppose à la sortie de l'UE et je ne cesse de le répéter depuis le référendum. J'étais dès le début persuadée qu'il était absolument insensé d'organiser un référendum sur une question aussi importante et aussi essentielle pour notre nation que le retrait de la Grande-Bretagne de l'UE. Moi, personnellement, je pense que c'est de la folie pure. Je pense que cela va nuire fortement à l'économie britannique. Il me semble que l'impact négatif du Brexit sur notre économie sera plus grave que celui des 2 guerres mondiales. La question clé qui se pose dans ce contexte est la suivante. Si le fait de se retirer de l'Union européenne est tellement bénéfique pour l'économie des pays membres, pourquoi l'Allemagne ne quitte-t-elle pas l'Union? Il semblerait que ce soit une très bonne idée aujourd'hui. Pour résumer, j'étais vraiment surpris que le résultat du référendum soit apparu favorable à la sortie. C'était une surprise totale pour beaucoup de personnes. Je suppose, bien que je n'ai aucune confirmation, que les cyberattaques russes auraient pu jouer un certain rôle dans cette histoire. La Russie n'a eu de cesse de créer de l'instabilité, mais je souligne une fois de plus que jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de confirmation quelconque de l'implication de la Russie dans le référendum britannique. Maintenant, nous voyons que le processus de sortie avance. Le Royaume-Uni s'apprête à invoquer l'article 50. Pourquoi est-ce que cela me surprend? Le pays a voté pour quitter l'UE le 23 juin de l'année dernière. Nous n'avons pas vu de réelle opposition. N'oublions pas que 48,5% des électeurs se sont prononcés contre la sortie. Les oui et non étaient au coude à coude. Les gens comme Boris Johnson ont menti au peuple. Je suis indigné que David Cameron leur ait permis de le faire. Vu ce qu'il a fait, je pense que la Tour de Londres aurait dû lui servir de prison. Je ne dis pas qu'il aurait dû être décapité dans l'incendie de la Tour de Londres, comme cela aurait pu être le cas sous le règne d'Henri VIII, car je m'oppose à la peine de mort. Cependant, une chose est sûre, ces personnes ont commis de graves erreurs. Je trouve que le comportement de Boris Johnson est absolument scandaleux. Par contre, il est évident qu'il ne manque pas d'intelligence. Maintenant, il est ministre des Affaires étrangères, et ce, grâce au fait qu'il a été suffisamment intelligent pour comprendre qu'il fallait se prononcer soit pour, soit contre le Brexit. Ainsi, en militant pour le retrait de l'UE, il nourrissait l'espoir d'être nommé Premier ministre. Il est à noter qu'il s'était vraiment approché de cet objectif. La raison pour laquelle je suis très en colère contre lui, c'est que je pense que toute personne intelligente doit agir dans le meilleur intérêt de son pays, et non pas dans son propre intérêt. En réalité, il a été suffisamment intelligent pour jouer à son propre jeu contre les intérêts de tout le monde. Il a menti à tout le monde. Il a profité de son extrême popularité pour appeler les gens à voter pour quitter la communauté européenne. Nous entendons beaucoup parler de Nigel Farage, mais moi, personnellement, je suis d'avis que ces racistes ne valent rien. Les gens comme ça ne vont jamais très loin. Ils ne s'intéressent qu'à une chose, comment se débarrasser des gens. Chaque personne est différente. Lui, il veut se débarrasser de tous les gens qui sont différents de lui. C'est ridicule. D'ailleurs, je peux dire la même chose à propos de Marine Le Pen. Je ne peux qu'espérer qu'elle n'ira pas trop loin. Nous ne pouvons pas permettre aux représentants de l'extrême droite qui sont contre le peuple de diriger nos pays. Ils peuvent s'opposer à tout ce qu'ils veulent, mais comment se fait-il qu'ils s'opposent au peuple? C'est horrible. En réalité, le Brexit est principalement imputable au problème de l'immigration. C'est tellement bête. La Grande-Bretagne fait partie tant du Commonwealth que de l'Union européenne. Il en découle que les ressortissants du Commonwealth vont continuer à venir en Grande-Bretagne. Nous serons obligés de les laisser venir. Ils viendront des pays et des régions telles que la Syrie, l'Afrique, etc. Ces gens ont connu la misère et la guerre. Nous avons toujours été un pays libéral et accueillant. Le fait d'avoir une population aussi diversifiée a été un véritable atout pour notre pays. Je me suis récemment rendue à Londres. Je dois vous avouer que cette diversité est fantastique. Ces gens sont formidables.
Bien sûr, il se peut que des personnes désagréables viennent dans notre pays, mais il faut garder à l'esprit qu'il y en a déjà beaucoup ici. En 1980, je suis allée à un match de football avec mon fils. C'était un match Angleterre-Italie. Juste avant le match, j'ai vu 4 ou 5 fans britanniques que les gens appellent généralement des hooligans. Ils étaient grands, gros, laids et saouls. Ils jetaient de la bière sur les vitres des voitures des Italiens. Fat, ugly guys, drunk, throwing beer in the windows of cars of Italian. À vrai dire, à ce moment-là, j'avais honte d'être britannique. En fait, nous avons assisté au match, mais en le regardant, nous parlions français. Nous voulions que les gens pensent que nous étions français, car nous ne voulions pas qu'ils nous associent à ces fans britanniques. En réalité, c'est le genre de personnes que nous aurions préféré ne pas voir dans notre pays, mais ces personnes y sont déjà. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Nous parlons de l'immigration et nous y sommes réfractaires. La Grande-Bretagne est une île. Elle peut contrôler les flux migratoires. Je suis vraiment déçue que le Brexit se soit retrouvé au centre de toutes les discussions. Je suis indignée que Theresa May ait invoqué l'article 50. Je suis également en colère contre le Parti travailliste que j'ai quitté il y a 3 semaines après que Jeremy Corbyn avait forcé les députés à voter pour l'activation de l'article 50, entamant officiellement le processus de sortie de l'Union européenne. Dans l'hypothèse où le Brexit ne se produirait pas, même après l'invocation de l'article 50, quelle serait l'alternative? Que se passerait-il d'après vous? Maintenant, toutes les décisions doivent passer par le Parlement. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a toujours pas présenté son plan d'action. Je suppose que le Parti travailliste et les libéraux-démocrates commenceront à exprimer leur mécontentement. Ce processus va sûrement créer de l'incertitude. La résolution de certains problèmes va prendre des décennies. Par exemple, la ville de Londres est un centre financier international. Cela est important pour l'ensemble du pays. Cependant, il est clair qu'au fil du temps, de nombreuses institutions financières implantées à Londres pourraient déménager. Cela ne fera qu'intensifier les incertitudes. Au fur et à mesure que nous nous approcherons de la sortie de l'Union européenne, nous serons confrontés à toutes sortes de problèmes. Tout d'abord, nous voyons déjà que le nombre d'étudiants européens s'étant inscrits dans les universités britanniques en 2017 a baissé de 7%. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que près de 20 universités devront fermer. C'est une situation défavorable pour nous. Nous n'en avons pas besoin. Nous voulons être la capitale mondiale de l'éducation. Nous sommes sur le point de perdre des personnes hautement qualifiées. Il sera difficile pour nos jeunes d'aller en Europe, car en toute logique, l'Union européenne fera en sorte que les visas soient payants et qu'il soit difficile pour les ressortissants de la Grande-Bretagne de se déplacer en Europe. Ensuite, de toute évidence, l'Europe veut maintenir son intégrité, c'est-à-dire elle veut que tous les 27 pays membres restent ensemble. L'UE veut punir les pays qui souhaiteraient suivre l'exemple de la Grande-Bretagne et quitter l'Union. Pour l'instant, il est difficile de faire des prévisions car ce processus pourrait engendrer une instabilité importante au sein de l'Europe. Enfin, n'oublions pas que les pays européens doivent coopérer. La Grande-Bretagne a besoin de l'UE en raison de près de 600 millions de personnes sur le marché unique. Le Royaume-Uni, que fera-t-il s'il perd son accès à ce marché? Avec qui mènera-t-il des échanges? Avec l'Islande? Avec la Nouvelle-Zélande? Allons, ce n'est pas sérieux. En réalité, il faut comprendre que les meilleurs échanges se font toujours entre les voisins. C'est l'option la moins chère. Les développements actuels affecteront négativement 600 millions de personnes. Que se passera-t-il après la sortie? Les prix vont augmenter, en particulier ceux des produits agricoles, parce que la production agricole n'est pas très importante en Grande-Bretagne. Alors le pays n'aura pas d'autre choix que de redevenir une nation agricole. Avant le référendum, les mineurs et les sidérurgistes avaient exprimé leurs préoccupations par rapport au risque de perdre leurs emplois en raison des avancées technologiques. Par contre, il faut comprendre que ce problème ne sera pas résolu par le Brexit. Nous serons contraints de redevenir agriculteurs. Nous devrons cultiver des pommes de terre nous-mêmes, car les Polonais et les Roumains ne seront plus là pour nous aider. Vous avez mentionné quelques-unes des solutions alternatives. Pourtant, existe-t-il d'autres scénarios possibles si la Grande-Bretagne ne sort pas de l'UE? Vous avez mentionné des liens avec l'Europe. Alors, existe-t-il des scénarios alternatifs qui pourraient se matérialiser? Si le processus de sortie n'est pas couronné de succès, le problème de l'immigration refera surface. Bien sûr, la Grande-Bretagne est en mesure de renégocier cette question avec l'Union européenne tout en étant membre de l'Union. Bien évidemment, la Grande-Bretagne n'est pas le seul pays à être préoccupé par ce problème.
Nous n'avons qu'à regarder ce qui se passe à la frontière italienne ou autrichienne pour le comprendre. Certainement, cette question doit être soulevée. Il faut qu'il y ait des négociations à ce sujet. Vous avez probablement l'impression que je suis un vrai fanatique de l'UE. Eh bien, je dois vous avouer que je suis certainement favorable à la libre circulation des personnes. J'aime mes frères et mes cousins européens. Je ne suis pas un grand fan de Bruxelles au sens politique, bien que j'aime beaucoup cette ville. J'y ai été plusieurs fois. J'ai travaillé avec l'UE en tant qu'entreprise. Je dois vous dire en toute franchise que c'est extrêmement difficile. Il y a trop de bureaucratie. On ne cesse de parler de responsabilité. Il est très difficile pour les sociétés de coopérer avec l'UE. Quand j'étais moi-même confrontée à ce problème, j'évitais au maximum tout contact avec les institutions européennes. Par contre, cette situation doit changer. La Grande-Bretagne peut aider à résoudre ce problème, mais elle ne pourra pas y contribuer étant en dehors de l'Union européenne. Notre pays est très important et très utile pour l'Europe. Enfin, n'oublions pas les questions de défense. À l'heure actuelle, l'UE n'a pas de forces unifiées de défense. Je pense que cela est nécessaire, surtout au vu de tout ce qui se passe près de nos frontières. L'Europe doit faire quelque chose pour y remédier. Est-il possible de résoudre ce problème à l'aide de l'OTAN ? Je n'ai pas de réponse à cette question. En tout état de cause, je pense que l'Europe doit se fixer pour objectif d'avoir ses propres forces armées. La Grande-Bretagne ne peut pas se distancier sur le plan de la défense. Elle doit participer à ce processus. Elle doit coopérer avec d'autres pays européens à cet égard. Je suis contre les guerres, je m'oppose à la violence, je n'aime pas forcément les armées. Cependant, il doit y avoir ce qu'on appelle le minimum nécessaire. Je pense qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne est le seul pays européen à consacrer 2% de son PIB à la défense. D'une part, c'est trop. D'autre part, ce n'est pas suffisant. Nous devons adopter une attitude plus intelligente à l'égard de notre avenir. Le terrorisme constitue un défi majeur aujourd'hui. Tous les pays doivent travailler ensemble pour vaincre le terrorisme. Vu que cette interview sera diffusée en ligne, permettez-moi de m'exprimer à ce sujet. Je sais que cela pourrait sembler un peu étrange, mais je pense que pour vaincre le terrorisme, nous ne devrions pas diffuser d'informations sur les actes terroristes qui se produisent. Il ne faut pas les montrer à la télévision. Maintenant, les actes terroristes se retrouvent à la une de tous les journaux. Ils dominent l'actualité mondiale. En revanche, une interdiction complète de diffuser ces informations dans les médias pourrait couper l'oxygène aux terroristes. Nous ferions mieux de nous focaliser sur les causes de ce phénomène. J'ai moi-même travaillé sur ces questions en Somalie. Bon, de toute façon, nous en parlerons après. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Michael, tous mes remerciements pour votre participation. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV. À la prochaine.